Cela dit, j'aimerais vous inviter à un moment de prière avant qu'on commence vraiment. Alors, prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits. Nous voulons te remercier pour la vie, pour la relative bonne santé. Nous voulons te remercier aussi pour le vouloir et le faire, le vouloir et le pouvoir, le vouloir d'être ensemble ici, réunis autour d'Adèle et autour de toi pour discuter des choses de ton Église et le pouvoir aussi, non seulement désirer le faire, mais pouvoir le faire en cette fin de journée. Sois avec nous et accompagne-nous non seulement aujourd'hui, mais tous les jours de notre vie. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Alors, je suis sûr que nous sommes de presque tous les 4 coins du monde. Il y a des personnes qui sont ici au Québec, il y a des personnes qui sont ailleurs au Canada, il y a même des personnes qui sont en Afrique, certainement au Sénégal et au-delà. Alors, tous, soyez les bienvenus. Et je vais me tourner maintenant vers Adèle. Et avant même de commencer, lui demander si elle veut faire pour nous la reconnaissance du territoire et ensuite nous dire qui elle est. La reconnaissance du territoire, c'est quelque chose que l'Église unie du Canada fait régulièrement et qui est important. Et j'invite maintenant Adèle à nous guider dans la reconnaissance du territoire. OK. Ah, bien, merci. Moi, j'habite en Toronto et Toronto est le territoire des Premières Nations des Huron-Wendat et des Petun, ainsi que des Seneca et plus récemment des Mississauga de Credit River. Aujourd'hui, le lieu de rencontre de Toronto est toujours le foyer de nombreuses nations autochtones et nous reconnaissons aussi que des alliances ont été brisées et qu'il faut ouvrir collectivement à leur réétablissement. C'est important, merci. Et c'est important aussi pour nous parce que où il n'y a pas de justice, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout à l'heure, tu nous diras pourquoi c'est important dans le travail que tu fais. Mais avant d'y arriver, et tu permets que je te tutoie à partir de maintenant, je me suis trahi, hein, mais bon, je te connais et nous nous connaissons, donc on va être moins formel aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter à nous et nous dire qui tu es, Adèle? Ah, ton micro, tu vois, tu es une professionnelle, mais ton micro est... Oh, Voilà, maintenant, c'est bon. oh, je suis désolée. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Adele Halliday et je suis responsable de la démarche de l'Église unie du Canada pour éliminer le racisme et promouvoir l'équité. Et aussi, je veux ajouter que moi, je suis l'enfant des immigrants des Caraïbes, une petite île qui s'appelle Saint Kitts, et moi, je suis née en Canada. Et j'ai dit que j'habite en Toronto. Live in Toronto, born in Canada. Oops. Oui, c'est ça. Oops, sorry. Et qu'elle est née sur une petite île caraïbe. Alors, sois la bienvenue une fois de plus. On a fait donc la reconnaissance du territoire. Et cela peut sembler un peu bizarre pour nous qui sommes des personnes d'ascendance africaine de connaître et de vouloir faire la reconnaissance du territoire parce que la plupart d'entre nous, d'entre nos ancêtres, sont venus ici pas de leur propre volonté. Et en tout cas, on pense que nous ne faisons pas partie de ceux qui ont exploité les autochtones et les natifs. Mais c'est quand même un acte de justice de reconnaître le territoire. Est-ce que tu peux nous dire en quoi cela est important et avant d'entrer même dans le reste de la discussion?
Ah oui, bien sûr, c'est un acte de justice. Et moi, je pense pour éliminer le racisme, c'est très important de travailler avec les personnes et les nations autochtones. Mhm. Et quand on fait une reconnaissance du territoire, c'est une façon de travailler à des bonnes relations avec les autochtones et pour payer le respect pour le territoire. Premièrement, et est-ce que je peux continuer en anglais pour le moment? Oui, si tu veux, si tu es plus à l'aise, et après je peux traduire. Prends ton temps Um, et puis on est à l'aise, oui. Okay, bien. And also, land acknowledgements, I think, are also a very concrete way to start to repudiate the doctrine of discovery. And that was a doctrine that assumed that the land was empty when European explorers and traders and settlers first came to land that was already inhabited by indigenous peoples. So when we offer a land acknowledgement, we are reminded of the people who have been here for many, many, many years. Elle ajoute que c'est très important parce que faire cette reconnaissance du territoire, du sol, c'est aussi prendre action et position contre cette théorie qui voulait faire croire que les territoires étaient vides de personnes et donc que les explorateurs, les colonialistes européens, surtout lorsqu'ils venaient, ils se sentaient en droit de prendre le territoire. How do you call it in English, Adele? The doctrine of discovery? Oui, c'est ça, the doctrine of Discovery. Oui, c'est aussi la même chose en français, c'est la doctrine de la découverte. Et puis, je pense que tous ceux qui viennent de l'Afrique directement aussi peuvent sentir que c'est exactement la même chose. Ils sont venus chez nous, ils se sont crus en territoire qui leur appartenait en faisant abstraction des personnes qui vivaient sur le territoire. Donc, c'est vrai, c'est un acte de justice et c'est important pour nous de le reconnaître et de le vivre de manière très personnelle. Adèle, je vais maintenant te donner la parole pour aussi longtemps que tu veux, pour que tu nous parles de ce qui nous unit aujourd'hui. Je pense que tu vas parler de la décade des personnes d'ascendance africaine décrétée par l'Organisation des Nations Unies. Et tu nous parleras aussi de ton travail au sein de l'Église unie du Canada, de ton travail antiraciste pour essayer de faire de l'Église unie du Canada une église antiraciste. Alors, j'espère que je ne me trompe pas trop, mais même si je me trompe, ce n'est pas grave, tu vas me corriger. Mais tu as la parole. Bien, merci. Merci beaucoup. Oui, je veux parler de la destinée internationale des personnes d'ascendance africaine. Et cette destinée a proclamé des Nations Unies pour les années 2015 jusqu'à 2024. Il y a 3 thèmes, la reconnaissance, la justice et le développement. En proclamant cette destinée, la communauté internationale distingue les personnes d'ascendance africaine comme un groupe qui avec les droits humains qui doit être promis et protégé. Aussi, l'Église unie a décidé d'engager cette destinée. Et pourquoi? Premièrement, c'est une façon d'engager le racisme systémique contre les personnes noires. C'est une façon. Il y a autres encore. Et en anglais, just as a systemic issue, Black people in Canada and around the world face a great deal of discrimination in accessing justice, face very high rates of police violence, and together also racial profiling. Okay. Elle ajoute que les personnes dites noires, Adèle, tu sais que je n'aime pas utiliser l'adjectif noir pour qualifier les enfants de Dieu,
Donc, quand tu dis noir, moi, je dirais les personnes d'ascendance africaine. C'est pas parfait, mais bon, on se comprend. Hein? Je n'ai rien contre toi, mais moi, j'ai du mal à le dire. Alors, elle ajoute que partout dans le monde, pas seulement au Canada, mais aussi au Canada, il y a ce constat systémique que les personnes d'ascendance africaine sont victimes de mesures particulières. Par exemple, par la police, il y a un profil d'eux et il y a d'autres manifestations de racisme envers les personnes d'ascendance africaine. Et c'est pour cela que cette décade des Nations Unies, qui a commencé, ça fait déjà presque 7 ans, est quelque chose d'important et quelque chose dans lequel elle est engagée et elle engage aussi l'Église unie du Canada. Okay, bien, merci. Et je veux dire que ça, ce n'est pas un problème des personnes d'ascendance africaine individuelles, c'est un problème systémique des personnes d'ascendance africaine partout le monde et le même en Canada. C'est un problème systémique. Est-ce que je veux continuer en anglais pour quelques minutes? Si tu te sens plus à l'aise, mais fais de plus courtes phrases, comme ça je peux traduire plus Very short, yes. facilement. Okay, I understand. Thank you. Yes, so firstly, racism and structural discrimination against people of African descent are rooted in slavery and the legacy of slavery. Il faut aller aussi loin que la traite de l'esclavagiste et cette période-là pour comprendre vraiment les racines de cette discrimination, de ce racisme contre les personnes d'ascendance africaine. And as a systemic problem, it is today Black peoples as well as Indigenous peoples globally are among the poorest of the poor. Et c'est un problème systémique. Ça ne dépend pas des individus en tant que tels, mais c'est un problème systémique qui fait qu'aujourd'hui, les personnes d'ascendance africaine et les indigènes et les autochtones sont parmi les plus pauvres et de manière systémique. And also would experience very low rates of participation and representation in political and institutional decision-making processes. Et on remarque un peu partout qu'il y a une très faible participation de ces personnes d'ascendance africaine ou bien autochtone dans le processus démocratique de prise de décision. And this information is coming from the United Nations, who did a very detailed report of the experiences of Black peoples in Canada. Ça s'est avéré et ce qu'elle a dit est le résultat d'enquêtes très sérieuses des Nations Unies pour ce qui concerne les personnes d'ascendance africaine vivant au Canada. Bien, merci. Et les personnes d'ascendance africaine avaient les expériences difficiles et aussi inéquité avec les choses comme l'éducation, la pauvreté, l'emploi et aussi avec la prison. Et les injustices de racisme pour les personnes d'ascendance africaine est partout dans le monde et c'est nommé des Unies Nations. Mm-hmm. Et j'ai même dit que ces injustices sont aussi en Canada. Mais c'est mon expérience que quand je parle de ces choses, il y a beaucoup de personnes qui disent que ce n'est pas un problème pour le Canada, c'est un problème pour les États-Unis, mais ce n'est pas un problème pour nous ici. Et moi, c'est très important de savoir le contexte canadien et la réalité ici du racisme contre les personnes d'ascendance africaine. Et c'est pourquoi, c'est une façon pourquoi la destinée est très importante pour l'Église aussi. Ça va? Ah oui, c'est très bien, okay. c'est très clair. OK. Un peu plus en anglais, si possible. Oui. Anti-Black racism and racial stereotypes are very deeply embedded in the institutions, policies, and practices
of both church and society. Les problèmes de racisme et d'ostracisme des personnes d'ascendance africaine, c'est quelque chose de vraiment très établi ici au Canada et ça se retrouve un peu partout de manière systémique. And I think a particular challenge for the Canadian context is because racism is institutional and systemic, it can be often invisible or difficult to name for people who are in dominant racial groups. Et parce que c'est systémique et c'est partout, hein, elle disait tout à l'heure que c'était dans l'Église, c'était dans le gouvernement, c'était au travail, c'était à l'école, mais parce que c'est systémique et c'est partout, 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 il est difficile quelquefois aux personnes appartenant à la majorité ethnique de se rendre compte vraiment de ce racisme systémique. And so a challenge and experience is that in particular, when we are talking about anti-Black racism, it is sometimes people who are white who are quicker to deny the existence of racial injustice and particularly anti-Black racism in the Canadian context, which is supposed to be multicultural and tolerant. Alors, à cause de tout cela, c'est souvent son expérience que les premières personnes à dire que non, cela n'existe pas, il n'y a pas de racisme systémique, sont des personnes d'origine européenne qui pensent que cela n'existe pas de manière systémique. Adèle, si tu me permets d'ajouter, je dirais qu'ici, dans le contexte du Québec, le gouvernement actuel, en tout cas le premier ministre actuel du gouvernement du Québec, refuse de reconnaître qu'il y a le racisme systémique. Il pense que ce n'est pas le cas. Donc, pour juste te donner raison. Oui, merci. OK. Est-ce que vous voulez que je continue avec le dessiné ou j'ai autre chose pour faire comme le racisme en général? Oui, et après, si tu veux nous dire aussi la politique de l'Église unie. OK. Oui, mais OK. oui, OK. tu peux continuer comme tu veux. Oui. OK. OK. Je pense que je veux parler un petit peu de la table commune antiraciste de l'Église unie, de l'Église unie. Et après ça, vous pouvez me poser des questions. C'est vous. OK. Je veux dire qu'il y a une table nouveau qui s'appelle la commune antiraciste. Et Pierre Gourbiger, c'est le membre de cette table. Peut-être je veux continuer en anglais. This is a new table that was just created just a few weeks ago in January to offer strategic directions for the United Church's anti-racism work. Il y a une table nationale nouvelle qui vient d'être créée par la direction de l'Église unie du Canada et Pierre Goldberger en fait partie pour essayer de réfléchir et de donner des lignes directrices à l'ensemble de l'Église pour ce qui concerne la lutte antiraciste. So this new table will be offering directions, as I mentioned, and starting to name continued tangible ways that people in the United Church can live into the church's commitment to become an anti-racist denomination. C'est une table nouvelle, elle vient tout juste de commencer là, en janvier, et elle a pour mission, effectivement, d'offrir des directives et d'aider les gens à trouver comment devenir antiraciste et quels sont les moyens pour y parvenir. This anti-racism common table includes membership from diverse people from across the church, including people from the Indigenous Church. Cette table commune antiraciste, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est arrangé pour qu'il y ait des représentations de toutes les diversités
qui sont à l'intérieur de l'Église unie du Canada, y compris même une représentation des autochtones. One key area of focus that this table will be working on will be to develop a national anti-racism plan for the United Church as a whole. Un des thèmes majeurs, une des directions majeures, une des priorités de cette table, c'est d'essayer de proposer des choses assez précises pour une politique antiraciste de l'Église unie du Canada. And this plan is being developed by people in the church, but it's still a draft at the moment. Alors, avec un sourire, elle ajoute que c'est un travail qui est en marche. C'est en train d'être développé pour l'ensemble de l'Église et les communautés de foi. And as soon as the plan is developed more and ready to be shared, there will be opportunities for consultation. And that's a little bit about what I wanted to share next. Et alors, elle va se pencher sur le fait que dès que cette table aura fait un travail suffisant pour que son plan puisse être partagé, il y aura donc des consultations pour que ce soit quelque chose de réel. Alors, elle voudrait en parler à partir de maintenant. C'est un petit peu. Le samedi, le 27 février, on va parler un petit peu sur le plan d'action antiraciste national avec l'Assemblée générale de la table des ministères en français. Maintenant, le plan n'est pas fini, mais j'espère qu'on va finir jusqu'à la fin du mois. Et c'est très important d'écouter qu'est-ce que vous pensez de cette plan. Est-ce que je mange dans le contexte québécois? Est-ce que vous avez des autres questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas pensé? Quelque chose comme ça. Et ça, c'est une conversation pour le 27 février. The hope that this plan, once it's developed, there will be other consultations and opportunities for feedback from across the church. But the hope is that once this plan is finished, this will direct some of our anti-racism work for the next few years, and that it will be an opportunity for people's continued involvement. Alors, quand le plan sera développé, quand il sera mûr et prêt à être partagé, elle compte beaucoup sur chacun et sur chacune d'entre nous pour faire des remarques, pour poser des questions, afin que ce plan devienne vraiment un outil efficace au sein de l'Église unie du Canada pour lutter contre le racisme. Bien, et je pense que je vais arrêter comme ça et vous pouvez me donner les questions parce que je pense que j'ai parlé beaucoup. Bon, mais ça n'a pas besoin de traduction, hein? Alors, la parole est à chacun et chacune d'entre vous. Je demanderai, parce que je ne peux pas voir tout le monde, il y a la possibilité soit de lever votre main, soit d'utiliser votre main électronique. C'est le petit truc bleu. Quand vous allez sur chat ou en participant, en bas, il y a une petite main électronique bleue que vous pouvez utiliser. Mais si quelqu'un découvre quelqu'un qui veut parler, dites le nom ou bien ouvrez votre micro et posez votre question, faites votre remarque. On ne va pas se parler les uns sur les autres, ça ira, je suis sûr. Mais s'il vous plaît, avant de parler, présentez-vous, dites simplement votre nom, où vous êtes, et alors faites votre remarque ou posez votre question. Moi, j'ai une question, si ça vous va. OK, Eric. Adèle, ça fait déjà 7 ans que la décennie a été lancée. À ton avis, est-ce que tu as vu certains
progrès ou des changements qui ont été apportés grâce à cette décennie, ou est-ce qu'il y a eu d'autres moyens que ça a eu l'impact qui avait été voulu? Alors, les changements. Je pense que oui, un petit peu. La décennie, on doit l'opportunité de parler un peu en plus de racisme contre les personnes d'ascendance africaine. Maybe I'll speak a bit in English because I'll gather my thoughts more. When the decade was first launched, so this was soon after 2015. Quand la décennie on l'a inaugurée, c'était en 2015. I remember I spoke with some people about the start of this decade and that there was going to be a decade for people of African descent. Elle se souvient qu'elle parlait avec certaines personnes et vraiment l'espoir était grand que ce serait vraiment la décennie des personnes d'ascendance africaine. And some people were surprised. They said, a whole decade focused on people of African descent. Why is that necessary? Et alors, certaines personnes se sont exclamées avec surprise, toute une décennie, mais alors pourquoi ce temps aussi long pour simplement les personnes d'ascendance africaine? But over the course of the decade, I have seen people's perceptions change and come to a different understanding of the realities faced by Black peoples around the world. Mais elle a quand même constaté une évolution au fur et à mesure qu'on avançait dans la décennie. Les gens prenaient conscience de l'ampleur du problème. And anti-Black racism is a particular form of injustice that needed to be addressed by the worldwide community. Et le racisme contre les personnes d'ascendance africaine est quelque chose de tout à fait particulier qui demande que tout le monde entier se lève contre cela. Et en avant, j'ai dit qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un problème des États-Unis, mais ce n'est pas un problème du Canada. Mais plus récemment, il y a un peu de personnes qui comprennent le problème dans le contexte canadien. Et j'ai vu ce changement de temps. The other thing I would add is just that I think there's more of a desire now for people to take advocacy for change. So there's a deeper understanding of some of the systemic issues that I mentioned before around prison, education, healthcare, and so on, that affect Black people as a group differently. Elle pense qu'actuellement, il y a un approfondissement dans la connaissance que certaines personnes ont de ces problèmes, de ces questions, que ça touche l'éducation, que ce soit la prison ou bien la santé, qui les pousse à vouloir davantage faire du militantisme et puis s'engager pour que ces choses-là changent. Donc ça, c'était la question de Eric. Est-ce qu'une autre personne aurait soit des remarques ou une question? Angelica a la main levée. Angelica. Oui, bonsoir. Bonsoir, Alors, Angelica. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Angelica Piché et je travaille aussi avec les ministères en français pour la formation. Alors, Adèle, quand tu parles de changement et que les personnes sont plus près de changement aujourd'hui, mais aussi du plan qu'on devrait développer pour notre Église, j'aimerais savoir, est-ce que depuis le dernier Conseil général où on a eu beaucoup de témoignages de racisme à l'intérieur de l'Église, est-ce qu'il y a eu plus d'analyse pour dire quels sont les points où il faut commencer dans l'Église, pas juste dans la société, mais dans l'Église pour
Oui, premièrement, je pense l'éducation. L'éducation partout. By far, that is what people ask the most is education. What do we need to learn? How do we come to a better understanding of what racism means and what it looks like in the church? Elle pense que oui, il y a eu des changements et le point le plus important touche à l'éducation. Les gens expriment le vœu de comprendre davantage comment toutes ces choses-là fonctionnent afin de pouvoir les démanteler. Donc, un gros effort est à faire sur l'éducation des gens. So, by far, people in the church are very opposed to overt, obvious racism. People will very clearly say that it's bad, and I think people will call it if they see that happening. Alors, elle dit qu'en matière d'éducation, elle n'a aucun doute que l'immense majorité des membres de l'Église unie du Canada sont contre le racisme et que s'ils voyaient des actes de racisme, ils s'opposeraient à cela. The challenge is understanding the subtle ways in which racism operates and how people can come to a better understanding of that. Mais le défi majeur, c'est de mettre le doigt sur ces aspects tellement subtils du racisme systémique et alors de pouvoir les identifier et faire quelque chose à leur encontre. As well, I think people are asking for how do we look at our policies and understand ways that systemic racism might be embedded there. Alors, les gens aussi se demandent, mais comment on peut regarder d'un peu plus près nos règlements, nos politiques au sein de l'Église unie du Canada pour y voir le racisme qui s'y cache et le démanteler. So a policy that might seem neutral might affect people of a particular racial identity more than another. So how do people understand that? Alors, elle pense que des règlements, une politique qui semble inoffensive et équitable est en fait biaisée à l'encontre de certaines catégories de personnes. Alors, comment s'en rendre compte et le dénoncer? And then maybe a third point is around theology. Un troisième point de priorité, c'est la théologie. So I sometimes call it robust theology. Elle appelle cette théologie-là quelquefois une théologie robuste. So we love one another in the church, and sometimes we talk about theology of love, which is good and is a good starting place. Adèle dit que nous nous aimons les uns les autres et souvent nous appelons cette théologie la théologie de l'amour, ce qui n'est pas mal. As well, how might we talk about decolonizing our theologies or thinking about power and privilege and how that plays into our theological understandings, how we preach, understand scriptures? Un défi est de savoir comment décoloniser notre théologie et comment faire que notre théologie change et prenne en compte les enjeux actuels aujourd'hui. Je ne fais pas du mot à mot, hein, j'interprète ce qu'elle dit aussi. Oui, c'est bien. So those are three areas: education, policy, theology. Those are not the only areas, but could be a starting place. I'm not sure if those are the same areas that will end up in the action plan, but they are still areas some areas for work, and there are many others that could be named. Alors, Adèle avait repéré ces 3 points pour répondre à la question d'Angelica, où on peut commencer. Alors, elle rappelle qu'il y a l'éducation,
il y a la politique générale de l'Église et la théologie, l'approche des textes bibliques, par exemple. Voilà, ces trois domaines. Elle n'est pas encore tout à fait sûre qu'il y ait des propositions concrètes d'action, mais elle a repéré ces trois points majeurs comme endroit où on peut commencer. Isaac a la main droite levée, donc celle qui annonce qu'il veut parler. Okay. Merci beaucoup Adèle pour cette introduction très, très importante pour nous. D'abord, un constat, je vais appuyer et dire que oui, le racisme existe encore aujourd'hui à l'Église unie du Canada. Ça, nous sommes, ok, c'est comme à Isaac, je suis à Toronto, pasteur. Nous sommes une petite communauté très jeune à l'Église, mais on fait l'expérience de tous les jours puisque nous nous réunissons dans un environnement constitué pour la plupart des personnes qui, non africaines ou qui n'ont pas beaucoup d'Africains. Bon, c'est vrai, c'est à deux niveaux, parce que nous avons comme communauté fait l'expérience d'un racisme qui jusqu'à présent nous tient beaucoup à cœur. Je parle de la communauté protestante, de la mission ministère protestant francophone à Toronto. Bon, nous avons été presque chassés. C'est-à-dire comme des gens indésirables dans un temple de l'Église unie du Canada. Mais je voudrais rappeler et très fort que ce n'est pas la communauté qui nous a chassés. Au contraire, les membres de la communauté étaient très favorables qu'on reste et nous encourageaient même, puisqu'ils faisaient des services avec nous. Mais une petite poignée de gens détenant le pouvoir ont trouvé que ce n'était pas notre place. Et un matin, on nous a chassés sans savoir où on allait ou autre. Bon, ça, c'est un côté. Mais on est encore accueillis toujours pas à l'Église unie. Donc, justement, je voudrais certifier que ça existe, mais je ne peux pas jeter l'eau, je ne peux pas jeter le bébé avec l'eau dans laquelle il est en train de se laver. Donc, ça c'est un témoignage que je voudrais, que je voudrais attester. Bon, d'autre part, je suis intéressé aussi par l'expression du racisme. Mais comme tu t'intéresses par la position des Noirs, la politique de l'Église vis-à-vis des personnes d'ascendance africaine à l'Église unie, comment est-ce que tu as pu percevoir la réaction de ces personnes d'origine africaine face à la manifestation raciste contre ces différentes personnes? Puisque même quand on va jusqu'à l'origine de l'Église unie en 1925, il y a des personnes d'ascendance africaine à l'intérieur. Comment ont-elles réagi? Quelle a été leur réaction par rapport à l'existence de ce racisme envers elles? Est-ce que tu as pu un peu avoir un coup d'œil vers là? Et un troisième point qui me concerne, bon, nous, généralement, on fait allusion aux personnes d'ascendance africaine avec les personnes des Premières Nations. Bon, ça fait bientôt 6 ans que je suis ici, que je suis au Canada. Moi, je fais des efforts pour reconnaître ces différentes communautés des Premières Nations. Je ne parviens pas à les découvrir. Est-ce qu'il y a une volonté de mettre ensemble des personnes qui peuvent se soutenir et échanger et s'enrichir des expériences? Ou bien, est-ce qu'il y a une volonté de les mettre ensemble? Ou bien, est-ce qu'il y a une volonté de ne pas les mettre ensemble? Bon, sinon, comment expliquer que, bon, nous en parlons tout le temps, mais c'est rare. C'est à des rares occasions que j'ai pu apercevoir, peut-être dans ma région, où avant un synode, on fait venir les gens autochtones
les Premières Nations pour faire la cérémonie là, exactement comme ils font après, disparaître. Bon, après, dans les réunions, ils apparaissent pour parler. Mais comment est-ce que, bon, quelles sont les relations entre ces deux groupes marginalisés, entre guillemets, dans le monde? Parce que aussi, bon, elles sont des personnes minoritaires aussi comme nous et victimes de beaucoup de choses et particulièrement du racisme aussi. Donc, voilà mes 3 points. Voilà, Adèle, j'espère que tu n'as pas le vertige et que tu as bien retenu ces 3 points. Et les 2 derniers me semblent vraiment très, très importants. Comment on peut faire pour que les autochtones, les Premières Nations et les personnes d'ascendance africaine puissent entrer en dialogue. Et si ça n'existe pas, qui est contre? Est-ce que, voilà, je ne vais pas répéter sa question, il l'a posée très clairement, mais est-ce que tu peux y répondre, s'il te plaît? Oui, merci. Merci beaucoup pour les questions. Et je pense que je vais commencer avec la dernière question et les autres aussi. La relation avec les personnes d'ascendance africaine et les autochtones. Oui, il y a des chances pour les relations. A few years ago, the group that is now the Black Clergy Network had some very intentional conversations with Indigenous, it was an Indigenous elder about connections. Il y a quelques années, le groupe qui s'appelle actuellement le groupe du clergé noir de l'Église unie du Canada avait intentionnellement engagé un processus de rapprochement avec quelques aînés pour essayer de dialoguer et de parler ensemble avec les autochtones, les Premières Nations. And at that time, and since then, people have said that there's lots of differences, but also very clear connections between the experiences of Black peoples and the experiences of Indigenous peoples. Depuis lors, on s'est rendu compte que oui, c'est vrai qu'il y a certaines différences, mais il y a aussi beaucoup de choses en commun entre les populations autochtones et les personnes d'ascendance africaine. So one concrete example is around land. Many people of African descent who came by way of the Caribbean were stolen from land and moved around forced migration. And of course, similarly, many Indigenous communities also have had their land stolen and experienced forced migration in a different way. So there's a conversation around land displacement and what that means and what that looks like. There's a commonality there, a shared kind of kinship, just as one concrete example. But there are many, désolé. Un exemple concret, c'est ce qui touche, c'est le sol, qu'on traduit quelquefois par territoire. Moi, j'aime bien sol. Elle dit que beaucoup de personnes d'ascendance africaine qui vivent dans les Caraïbes, c'est sa famille à elle s'est présentée tout à l'heure, ont été volées de leur terre nourricière, l'Afrique, arrachées de leur terre nourricière. De même, il y a pas mal de populations parmi les autochtones de Premières Nations dont on a volé le sol, la terre, le territoire. Alors, voilà quelque chose de bien concret qui rapproche les deux, les personnes d'ascendance africaine et les Premières Nations. So that's one tangible example, but I think there are continued opportunities to build relationships. And there have been some programs which have allowed that to happen in a different kind of way in the past. And I think there would be opportunities for there to be additional ways of doing that in the future. Le rapport à la terre est un exemple bien concret, bien tangible, mais il y a d'autres domaines aussi où il y a possibilité de dialoguer et de se découvrir les uns les autres.
Adèle, tu ne l'as pas cité, mais il y a la spiritualité et la place de la spiritualité dans notre vie. Les ancêtres aussi, voilà, donc c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rapprocher. Oui. Alors ça, c'était le premier, tu te souviens? Oui, Ça OK. a été posé par d'autres questions. La deuxième question, l'expérience des personnes d'ascendance africaine dans l'Église et le racisme. Je pense que chaque personne d'ascendance africaine avec je parle dans l'Église, on dit qu'ils ont l'expérience difficile avec le racisme dans l'Église. Chaque personne. Je ne sais pas une personne seule d'ascendance africaine qui ont dit le racisme n'est pas un problème. Alors, il y a les personnes qui sont avec l'Église, l'Église unie du Canada ont commencé, mais le racisme, c'est toujours là. C'est toujours là. Yeah. Oui, et puis il parlait aussi de la coexistence, quelquefois difficile, des communautés qui sont hébergées, mais après on leur fait savoir, bon, restez à votre place, ou bien même on les chasse. Et ça, je pense que ce ne sont pas seulement les communautés d'ascendance africaine, il y a aussi d'autres communautés qui viennent de l'étranger, telles que les communautés qui parlent l'espagnol. À Montréal, par exemple, il y a Camino de Emmaüs qui a vécu vraiment des problèmes. Ils ont dû être chassés comme Isaac. Je ne savais pas que vous avez été chassé de la première église qui vous accueillait. La deuxième. Donc, hein? Oui. La deuxième. C'est la deuxième église qui vous a chassé. Oui. Eh oui, vraiment. Oui, donc ces choses-là existent. Malheureusement, on ne peut pas les dénoncer avec assez de violence ou assez de révolte, mais on sait que ces choses-là existent et c'est inacceptable. Voilà, c'était chaud comme sujet, mais c'est bien parce qu'il faut qu'on ait le courage de conversations difficiles et qu'on ait le courage de nommer les choses qui ne vont pas pour pouvoir améliorer et changer quelque chose peut-être. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question à Liane de Magog? Elle a levé la main. Alors, tu as la parole, Liane. Merci, Samuel. Oui, merci. C'est très intéressant, le discours. Alors, moi, ma question, c'est concerne le COVID-19 et il y a un mouvement pour, en anglais, ça se nomme Just Recovery, mais la reprise de l'économie d'une façon équitable, étant donné que c'était très évident qu'il y avait les minorités, entre autres, les personnes de descendance africaine qui ont subi de façon plus extrême des effets de COVID-19 qui étaient plus en danger, etc. Alors, je voulais savoir si l'Église unie fait partie de ce mouvement de Just Recovery. Est-ce qu'ils ont fait des actions? Est-ce qu'ils invitent des églises individuelles à faire de quoi? Moi, un de mes problèmes, c'est peut-être déjà fait, mais moi, un de mes problèmes, c'est que je suis inondée par les informations et des fois, ça se perd des actions qui peut-être sont nationales, mais je ne suis pas au courant. Bien, merci. C'est une bonne question. Oui. So, if I can respond in English, one of the things that COVID-19 has done is it has exposed inequalities that were already there. Ce que COVID-19 a fait, c'est mettre au grand jour, exposer à la face du monde entier des inégalités qui existaient déjà auparavant. So in Canada and around the world, the people who were more likely to contract COVID were people who were racialized, people who were from a lower social class, and people who were working
low wage jobs? Alors, au Canada et ailleurs aussi dans le monde, COVID-19 a montré que les personnes les plus enclines à être touchées, susceptibles à être touchées, étaient des personnes d'une certaine race, entre guillemets, parce que la race aussi c'est artificiel, mais vous comprenez ce qu'elle veut dire. Et puis les personnes qui ont des revenus modestes ou les personnes qui vivent à bas de la classe sociale. Voilà ces personnes qui étaient les plus exposées et victimes de COVID. I'm offering this background before I respond to your question. So in Toronto, for example, where I live, it was something like 80% of Black peoples were affected by COVID. It was a very, very high percentage by comparison to the actual population. Wow! Elle ouvre une parenthèse, Liane, elle va revenir pour répondre à la question, mais elle ouvre une parenthèse pour dire qu'à Toronto, par exemple, il a été démontré que 80% des personnes d'ascendance africaine étaient susceptibles d'être touchées par le COVID. Ça, c'est effroyable. I will find the article and send it to you. But and part of why this is important to name is because people who the movement to ask people to stay home, for example, it's possible to stay home and work if you have a certain job at a certain type of income. If you are working in a factory, or if you're working doing mail delivery, or if you're working in certain places in healthcare, you cannot stay home. It's not possible to do your job and stay home. Elle cite cet exemple-là pour dire que, par exemple, les mesures de confinement pour rester ou travailler à partir de la maison, ben, ça ne peut pas toucher certaines professions. Si tu es un manuel, si tu gagnes très peu, tu ne peux pas travailler à partir de chez toi. So the choice to stay home and be able to work from home is already a statement of social class. Donc, le choix de rester à la maison et de pouvoir travailler à partir de la maison, c'est déjà un constat de différenciation de classe sociale. And the people, disproportionately, people who were not able to stay home are people who were often immigrants and people who are often racialized. Et de manière hors de proportion, la vaste majorité des gens qui étaient obligés de sortir de chez eux pour aller travailler étaient des gens qui venaient d'émigrer ou bien des personnes d'ascendance africaine. So all this as background to say some of this is a class issue, which also is a race issue. Alors, tout cela pour dire et montrer que c'est une question de classe sociale et aussi une question raciale. So where the United Church has been involved is in advocating for a guaranteed livable income. Alors là où l'Église unie du Canada s'engage vraiment, c'est se battre et se faire l'avocat pour qu'il y ait un revenu minimum garanti. And in part, this is to, it has different names. Sometimes it's called the universal basic income. Sometimes people call it a guaranteed income. But it is one very tangible way that will help to address some of these inequities that I was talking about around class, around race, around immigration, and how they all relate. Alors, cette chose-là a plusieurs noms. On dit quelquefois que c'est une garantie minimum de gain ou bien quelque chose d'universel, une garantie universelle. Mais le fond de la chose, c'est que il faut pouvoir garantir à chaque être humain un minimum de ressources. Et cela aiderait à atténuer la différence qu'on constate par rapport au COVID ou bien à autre chose pour les personnes d'ascendance africaine.
les personnes qui ne gagnent pas beaucoup ou bien les immigrés. So people across the church have been involved in advocacy around basic income, and there are invitations where people across the church can also be involved. So that would be one very tangible way. Alors ça, ce serait une manière très concrète si les gens voulaient s'engager, de venir et renforcer la lutte pour qu'il y ait ce revenu minimum garanti. Et par parenthèse, il y a Eric qui a mis dans le chat box, la boîte de discussion, un lien si vous êtes intéressé, si vous voulez vous joindre cette campagne. Bien, merci. Et je vais mettre dans le chat box aussi, ça c'est en anglais, mais ça dit qu'il y a 83. So 83% of, when I was talking about the cases in Toronto, particularly the COVID cases, it's 83% of reported COVID cases in Toronto are Black and people of color. Wow. Bon, so that's an English vraiment, article. But oui, elle met dans le chat aussi un article, il est écrit en anglais, mais il concerne Toronto et il démontre que 83% des cas de COVID-19 à Toronto touchent et à propos des personnes d'ascendance africaine. Ça, je n'en reviens pas. Et ça, c'est pour la ville de Toronto, mais ça va dans les autres places en Canada. Mais l'article dit qu'il y a 21 les cas avec les personnes d'ascendance africaine. Mais dans la ville, les personnes d'ascendance africaine, c'est seulement 9% de la population. So it's disproportionate, it's very disproportionate. Donc, elle démontre que c'est vraiment très disproportionné, mais tu l'as dit en français, donc je ne vais pas le répéter. Oui, mais si tu permets, Adèle, je ne sais pas si Pierre Goldberger est ici et s'il serait prêt à ouvrir son micro, parce que la question de Liane est vraiment très, très importante. COVID-19 met le doigt sur une injustice, une situation d'injustice. Et Pierre Goldberger a partagé avec nous des conférences qu'il fait avec la communion des églises réformées et qui portent exactement sur cela. Mais au niveau mondial, comment c'est démontré que COVID-19 aussi est une question d'injustice. Et donc, il y a un rapport étroit entre le souci de la justice et l'injustice. Pierre, si tu voulais... Oui, alors je m'excuse, mais ma caméra ne marche pas, mais je vous vois très bien. Et puis, y compris le chat, là, la main n'apparaît pas, donc je ne peux pas lever la main. Mais écoute, je crois qu'Adèle a déjà partagé l'essentiel, c'est que on fait partie des alliances confessionnelles qui ont constitué l'Église unie du Canada, c'est-à-dire méthodistes, congrégationalistes et réformés. Je ne dis pas presbytériens, parce que ça, c'est pour les anglophones, ça. Et les églises réformées sont plus larges que Presbyterian. Il y a dedans des petites églises congrégationalistes, l'église vaudoise d'Italie, la petite église protestante d'Espagne et d'Italie qui ont lutté contre le fascisme, etc. Et là, c'est pour la première fois que la communion des églises réformées a, comme l'Église unie, on en fait partie, des confessions de foi contextuelles. Donc, à chaque nouvelle période, on fait une confession de foi et il y a eu un grand retournement dans la confession de foi d'Accra, où ce sont les églises du Sud global qui ont réussi à fixer l'ordre du jour, à faire la théologie et à faire une théologie qui intègre l'analyse et la pratique, ce qui a été dénoncé par les Allemands, par les Suisses, par les Français et par certains secteurs de l'Église presbytérienne des États-Unis. L'Église unie était complètement en faveur
de cette démarche-là. Et ça a donné la confession d'Accra, qui est très, très fort, et qui, du coup, va jusqu'au fond, dénonce le capitalisme sauvage, qui fait aussi ces inégalités dont on parle, etc. Et ensuite, il y a la confession de Bellard, qui a continué dans ce même mouvement. Et ensuite, une grande rencontre de Leipzig, il n'y a pas tellement longtemps, il y a 4-5 ans, etc. Et maintenant, il lance au niveau mondial des 5 continents des églises de la Réformation une grande consultation sur la pandémie et au-delà. Et effectivement, le consensus, alors moi j'ai interprété, entendu petite église protestante à Gaza, en territoire palestinien, etc., qui sont non seulement confinés, mais complètement exploités, écrasés, etc. Et aussi une petite église de Grèce, par exemple, et qui travaille encore avec pratiquement pas de moyens à soutenir les jeunes, en particulier les jeunes qui sont arrivés sans leurs parents parce que leurs parents se sont noyés en chemin. Donc les survivants. Alors ça, c'est des églises qui voient exactement ça, que la pandémie ne fait que révéler, alors est tragique, il ne le nie pas, ne fait que révéler les injustices structurelles qui frappent les populations du Sud global, et y compris dans les pays riches comme le nôtre, ceux qui sont marginalisés, racialisés, en incluant les questions de genre, parce qu'il y a les autochtones et leur sagesse, etc. Et donc, il y a un processus actuellement de discernement, de reformulation théologique pour aujourd'hui et d'action. Alors, il y a eu le processus a démarré le 9 décembre, si je me souviens bien, et il y a eu une première réunion intermondiale d'églises, c'est-à-dire 2 régions du monde. Quand on parle de région, c'est quelque chose. L'Amérique latine et une partie d'églises des Indes, par exemple. L'échange a été bouleversant, parce que tout ce que vous avez dit, etc. Et la prochaine a lieu la semaine prochaine entre l'Afrique et des communautés de femmes de différents continents. Alors, ça va être absolument génial, mais c'est ça au fond. Alors, moi, je dois dire par rapport à ce que Adèle et toi, vous avez dit et que vous savez et que Isaac dit aussi, c'est que au Québec, il y a la population des requérants réfugiés qui travaillent, qui ont un permis de travail, mais pas de droit de résidence et qui ne sont pas couverts médicalement, dont la majeure partie sont des gens d'origine haïtienne et autres, et certainement dans les quartiers les plus pauvres, etc. Et alors, quand Legault, le premier ministre du Québec, a déclaré qu'il allait leur donner une résidence, il l'a fait à contre-cœur. Il a pris le minimum, ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier. Mais ceux qui nettoient dans le milieu hospitalier, qui lavent le plancher, qui en fait voient comment les gens souffrent, très souvent, ce sont les sonneurs d'alerte pour les infirmiers, les infirmières, etc. Moi, j'ai vu ça avec ma femme, c'est incroyable. Parce que les petits, ceux qui distribuent la nourriture, ceux qui poussent les chariots, ceux qui font le lavage, etc. Alors ça, ils sont absolument pas, c'est les plus fragiles. Alors, on a ça aussi au Canada. Et on doit vraiment faire partie de ce grand mouvement parce que, en fait, il cite aussi des paroles. Il y a une déclaration que je vous ai envoyée de Martin Luther King qui appelle à une grande révolution contre l'injustice. Alors, non violente, mais on est dans une période de révolution. Alors, et c'est vraiment une opportunité, là. Parce que là, le roi est vraiment nul. Là. Et on a la possibilité, vous vous souvenez pour les mesures d'austérité qui ont vidé les infirmières de nos hôpitaux au Québec. Ça, c'est Bouchard qui a fait ça, OK? Pour couper les dépenses récurrentes dans la santé. Et on hérite de tout ça, jamais corrigé, etc. Et les injustices sont vraiment énormes. Mais en même temps, ils ont toujours dit on n'a pas l'argent. Et puis là, regardez comme l'argent sort
miraculeusement. Mais avec cet argent-là, on aurait pu prendre soin des aînés, améliorer l'éducation, faire un revenu annuel garanti, etc., etc. Alors, il n'y a aucune raison qu'un État qui plonge aussi profondément dans ses coffres ne continue pas pour faire une société plus juste. Parce Amen. que, ouais, en tout cas, je sais que je parle longtemps là. Non, je dis Amen. J'appuie sur ce que tu dis. C'est un phénomène mondial, mais on a vraiment notre job à faire ici. Oui. On a vraiment notre job à faire ici. Et notre grande grâce dans l'Église unie, mais en tout cas dans la table, c'est qu'on est vraiment une communauté de différents horizons, de continents, de cultures, d'ascendance. Alors, il y a les ascendances africaines, absolument. Mais il y a aussi des personnes bronzées du Mexique, il y a aussi des personnes très bronzées des Indes, il y a aussi des Asiatiques qui se font aussi marginalisés, qu'on retrouve ni dans la fonction publique, ni dans des postes d'importance, etc., etc. Alors, en tout cas, c'est pour dire que l'Église unie est là-dedans, et heureusement qu'Adèle et des gens comme ça sont à l'intérieur de notre direction d'Église, parce qu'on a besoin d'orientation, on a besoin d'imagination, on a besoin de support, on a besoin d'information. Alors voilà, mais c'est vraiment il y a un éveil là, il y a une possibilité des églises à travers le monde de dire le roi est nu et on ne peut pas continuer comme ça. Oui, merci pour cette forte intervention. Li-Anne, tu vois, tu as vraiment mis le doigt sur quelque chose de très profond et de très, très puissant. Je vais donner la parole à Carole, si vous permettez, pour la prochaine intervention, question, et on revient à Adèle. Merci. Bonsoir à tout le monde. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Caroline ou Carole et je travaille au Conseil général. Je suis l'assistante bilingue dans le ministère en français et aussi pour le programme des réfugiés. Je commence avec mes commentaires et puis je vais poser la question à la fin. Okay. Je reviens à la question de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. J'ose croire que au sein de l'Église unie, dans son ensemble, dans les paroisses et surtout parmi les leaders, parmi les pasteurs, j'ose croire que les gens ont entendu parler de cette décennie, que les gens connaissent de quoi il s'agit. Mais cela m'étonne que même si on a lancé ça depuis 2015, on entend les témoignages très choquants, très pénibles, comme Isaac l'a dit, comme on a entendu dans l'Assemblée générale passée, le 43e Assemblée générale de l'Église unie, des témoignages de racisme, de l'issue du racisme au sein des églises. Et maintenant, je me pose la question, comment est-ce que la politique dont on est en train de développer, comment est-ce que ça va être appliqué dans les églises? Comment est-ce qu'on va convaincre les paroisses, les églises d'utiliser ce qui est proposé pour améliorer les relations, pour améliorer les choses? Parce qu'il me semble souvent, ou la plupart du temps, que les paroisses sont en quelque sorte très autonomes. Ils ont les règles, ils décident ce qu'ils veulent pour certaines décisions qui ne sont pas nécessairement dictées par le Conseil général. Et maintenant, nous sommes en train de développer la politique qu'on espère qu'on va appliquer, qu'on va utiliser entre la dernière Assemblée générale et maintenant, disons jusqu'à la prochaine Assemblée générale. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Vu que la politique n'était pas encore sur place, qu'est-ce qui se passe là entre ces années? Donc, ma question vraiment, comment est-ce qu'on va convaincre les paroisses, les gens, les pasteurs, les membres d'améliorer les relations en utilisant la politique? Voilà, merci. Merci, c'est une bonne question. Et
That is exactly the challenge that we have, is how do we engage local congregations in doing anti-racism work? Et c'est ça vraiment le défi par excellence, comment convaincre et comment amener les communautés locales de foi à vraiment s'engager dans la lutte antiraciste. So even the recent declaration to become to continue the work of becoming an anti-racist denomination, there are people who have told me or who've shared, that's great, that's for some of you, but us in our community, we're going to be doing something else. Oui, on lui a fait la remarque à propos de la déclaration récente de l'Église unie du Canada pour le désir de devenir antiraciste, que c'est quelque chose qui vient de Toronto. Alors la remarque qu'on lui a faite, c'est OK, ça c'est pas mal pour vous là-bas, mais pour nous sur le terrain concret, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? So it really takes all of us, the whole church, to be involved. And we can, I'll do my best to create resources, materials, ways of animating, and yet it will take people across the church to use those and animate them and take them in their own local context. Il faut vraiment que nous nous y mettions tous et toutes. Ça prend tout le monde. Alors, elle s'engage de faire tout son possible pour produire du matériel et du matériel utilisable, mais le défi est aussi le défi des communautés locales de se les approprier et de faire quelque chose avec. Et je pense que c'est pourquoi le plan d'action national, c'est très important, parce que ça, c'est pour l'Église partout. It's for the whole church, and it will have action ideas for what we can be doing over the next few years, including local communities of faith. Alors, ce plan-là dont elle a parlé, c'est vraiment une pièce maîtresse parce qu'elle va permettre, pas seulement aux institutions, mais aussi à l'Église locale, aux communautés locales de base, de se l'approprier et de faire quelque chose de concret avec. Alors, oui, Adèle, on est en train de s'approcher un peu de la fin. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions. Je ne vois pas tout le monde. Si ce n'est pas le cas, j'aimerais te redonner... J'ai peut-être une petite observation à faire, si je peux. C'est Pierre Goldberger, je m'excuse, je n'ai pas la main sur mon écran. Ça va. Il me semblerait, je ne sais pas, que le congrégationalisme est plus fort que jamais dans l'Église unie. Et que un des dommages de la... je ne suis pas la critique, je ne suis pas nostalgique, là, parce que pour nous, ça a été positif. De la restructuration en grandes régions, c'est que finalement, ça a renforcé le congrégationalisme et avec un vieillissement de la population, dont je suis aussi, ça fragilise les communautés et qui se mettent sur un mode de survie. Et là, les grandes causes, là, c'est dire « it's not my thing ». C'est souvent le cas. C'est sympathique, mais ta. Et je ne sais pas si on pourrait essayer, parce que on a besoin du national pour produire du matériel par des équipes qui font de la recherche, qui connaissent, qui consultent, etc., et qui nous donnent à boire et à manger quand même, quitte à le contextualiser, etc. Mais il faudrait recréer des chapters, des cellules sous-régionales ou régionales de plusieurs paroisses qui, avant ça, on avait quoi? Ça s'appelait comment? Liane, ça s'appelait comment? Ça s'appelait... Il y avait dans chaque paroisse et dans chaque petite sous-région, il y avait des corps qui s'occupaient de l'action, etc., DMC, la division de la mission au Canada, etc. Donc, je ne suis pas nostalgie de l'ancien, mais qui étaient des courroies de transmission, parce que les paroisses elles-mêmes, ceux qui ont du personnel et qui peuvent s'approprier et sont assez nombreuses pour faire des groupes d'études,
vont le faire. La majorité des paroisses les plus fragiles et les moins peuplées auront beaucoup de mal à le faire si elles ne se remettent pas ensemble. Donc, clusters. Et ça, il faudrait encourager ça et que le national dit, voilà, on a un projet en plan, on voit qu'on veut faire en Ontario, on veut faire au Québec, etc. Organisez-vous, mais on va vous donner du matériel, on va vous donner, etc., ce qui va donner une certaine action. Oui. Et alors, il y a un comité ici, dans cette région-ci, pour les Autochtones, il y a différentes choses, mais ça ne reste pas très fort parce qu'on est vraiment fragilisé là. Oui, Pierre, tu as mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important et c'était la question un peu de Carole. C'est comme ça que moi je l'ai prise parce que la restructuration a beaucoup de bons caractères, mais un danger que plusieurs personnes ont signalé, ça fait déjà plusieurs années, c'est ça le danger, le risque que les gros, ceux qui se portent bien, vont se porter de mieux en mieux et les petits, de plus en plus, vont être abandonnés. Alors, il est nécessaire, vraiment, c'est un devoir de solidarité de nous encourager à venir ensemble avant que ce ne soit trop tard. Parce que ce qu'on constate, c'est que, oui, les communautés de foi viennent ensemble, mais comme une situation de désespoir, lorsqu'on est sur le point de mourir et qu'on n'a pas d'autre choix, on essaie de venir ensemble, mais c'est un peu trop tard. Donc, oui, le danger, c'est de mettre l'accent sur le congrégationalisme dans son mauvais aspect. Il y a beaucoup de bons aspects dans le congrégationalisme, mais on se demande, est-ce qu'on est vraiment une église nationale? C'est ça. Qu'est-ce qui nous lie? Est-ce qu'on partage les ressources? Les ressources sont là, mais comment partager les ressources pour que ceux qui en ont besoin puissent en bénéficier et cesser de survivre? Il y a trop de communautés qui ne font qu'essayer de survivre. Mais bon, je reviens à Adèle et te donner aussi le mot de la conclusion. Tu as parlé du plan, tu en as parlé plusieurs fois. Tu as dit que c'est quelque chose de très, très nouveau. Il n'est pas encore au point, mais que d'ici le 27, quand tu reviendras parler à l'Assemblée générale de la table, et par parenthèse, tout le monde est invité. Si vous comprenez le français, vous faites partie de l'Assemblée générale et on vous veut. Que vous soyez francophone ou francophile, venez et puis c'est le 27. Alors, tu nous reviendras et j'espère que le plan aura évolué. Ce que je veux te demander maintenant, c'est entre maintenant et tu inaugures nos rencontres du mercredi et tu reviendras à la fin pour clôturer un peu cela. Est-ce qu'il y a certaines choses que tu attends de nous entre maintenant et le 27 sur lesquelles on peut travailler et sur lesquelles on pourra revisiter avec toi? Oui, les questions, I think just what we were talking about now, this challenge of congregations being autonomous and also having national directions. So in perhaps a conversation, something to think about in the Quebecois context, what would make sense in terms of engaging the anti-racism work you know, there was conversation about a previous committee or a network or the corridors. Is what in your context, so it's maybe for individual reflection, and then we can come back on the 27th and talk more. What do you think would help to advance the anti-racism work in the communities that you are connected to, particularly in the Quebec? Le défi qu'elle nous lance, la question qu'elle voudrait que nous traitions d'ici le 27, c'est dans notre contexte québécois en particulier, où que nous nous situons, individus, communauté de foi ou bien cluster, je parle français pour ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer vraiment de manière concrète pour faire avancer cette cause antiraciste et pour avoir des actions tangibles? Alors, c'est ce qu'elle voudrait que nous fassions, que nous y réfléchissions très fort
afin de venir avec des suggestions concrètes. Voilà, je te remercie et je vous remercie. Et je pense qu'à notre nom, à nous tous, nous te remercions, Adèle, pour ce que tu fais, pour ton courage et aussi pour le courage de s'exprimer en français à tes frères et sœurs francophones du Québec en général, mais pas seulement du Québec. J'ai vu que même de l'Afrique, il y a des gens qui participent aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Nous sommes avec toi et puis tu sais, je sais que tu attends de nous, de chacun de nous, une contribution concrète. Tu es disponible pour les questions, pour les interpellations. Donc, ça dépend vraiment de nous de faire de ce programme quelque chose de vivant, quelque chose qui va réussir parce que c'est le besoin de l'heure. Vraiment, là où il y a de l'injustice, on ne peut pas adorer Dieu. Alors, on sait que dans l'Église, même dans l'Église, il y a des situations d'injustice systémique antiraciste. Alors, oui, nous sommes ensemble avec détermination et avec foi pour continuer. Je ne sais pas si tu avais quelque chose encore à ajouter, Adèle? Seulement, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être ici ce soir et merci pour la conversation. Merci pour l'accompagnement. Seulement, merci. Alors, je vous remercie tous et la prochaine fois, la semaine prochaine, ce sera Isaac, le révérend docteur Isaac Kamta, qui sera ici et qui nous parlera de la soi-disant malédiction de Cham. Alors, comme on a quelques minutes, je voulais juste l'inviter. Isaac, je ne t'avais pas prévenu pour ça, mais est-ce que tu peux nous donner un petit avant-goût de ce que ce sera mercredi et après terminer avec la prière, s'il te plaît? OK. Merci beaucoup. Au fait, c'est annoncer la soi-disant malédiction, la soi-disant origine biblique du racine des Noirs fondée sur la malédiction de Cham. Ça, je vais partir donc d'un document et d'une approche occidentale qui démontre que c'est monté de toutes pièces et que ce n'est pas vrai. Et voir les conséquences que cela a produites de par le monde et prendre des cas précis au Canada ou montrer les ravages de cette considération qui a vraiment affecté et qui nous affecte encore aujourd'hui et comment beaucoup de mots se manifestent dans la ville à propos dans nos vies, à partir des incompréhensions ou bien à partir même des concepts bibliques qu'on utilise ou bien des concepts de droits de l'homme ou d'antiracisme pour faire davantage du racisme. Et j'ai deux cas au Canada, un premier en Colombie-Britannique et le premier, le plus flagrant, à côté de nous. Et c'est justement l'histoire je me suis rendu compte que l'histoire m'a beaucoup frappé, Africville. Donc, un quartier des Noirs à Halifax, oui, qui était vraiment dans les anciens esclaves qui ont fui les esclavages, qui ont été en terre promise, qui ont lutté et qui sont installés. Et ça, Isaac, il ne faut pas tout dire, hein, comme ça on aura envie de revenir. Voilà. Tu nous mets juste en appétit. Un appétit, et ils avaient, c'est un peu, il y a une comparaison à peu près comme des gens qui étaient comme sur leur terre. Et justement, comme les Premières Nations, ils ont été expulsés de cette terre. Et avec ces différentes conséquences. Et je dis, ce n'est même pas seulement le seul cas. Il y a deux cas précis. Donc, il faudrait que je vous en parle pour qu'on essaie de voir les différentes conséquences qui existent aujourd'hui. Parce que les gens utilisent les termes de droits de l'homme. On réussit à faire comprendre que c'est pour leur bien qu'on les détruit. Comment est-ce qu'on peut donc venir, on détruit une personne en faisant croire qu'elle est là, qu'on agit pour son bien. Ça, c'est le paradoxe. Et comment est-ce qu'on doit pas se laisser enliser
par des considérations ambiantes qui sont au fait tout simplement la peinture qu'on met alors que le fond est autre chose. Alors, on va inviter tout le monde à venir et à inviter même plus que personne à venir. Nous commencerons à 6 heures pile, mais si vous avez du temps et si vous aimez la musique religieuse africaine, venez déjà à 5h30. Isaac nous fera goûter une partie de sa grande collection de chants religieux africains. Maintenant, pasteur Isaac, est-ce que tu veux clôturer avec un mot de bénédiction et de prière, s'il te plaît? Oui. Et merci à tout le monde. Merci Adèle encore une fois. Mais je souhaiterais que Eric arrête l'enregistrement parce que ce sera une prière un peu chantée.